Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité aujourd'hui. La résistance aux antibiotiques atteint un niveau alarmant et fait trembler la communauté scientifique. Un patient qui reste 3 mois aux soins intensifs avec une bactérie résistante, ça coûte une fortune à la société. La foire du livre de Bruxelles a ouvert ses portes hier. Les éditeurs belges restent en attente d'un nouveau système de subventionnement. On est en concurrence avec notre grande sœur, la France, qui est abondamment subventionnée. Dans la suite de votre épisode, Olivier Mouton et Baptiste Lambert tentent de répondre à la question « Où trouver les milliards pour la défense ?» Bonne écoute. Z sur 7 à la une. La résistance aux antibiotiques préoccupe profondément la communauté scientifique. Le problème est si grave que l'ONU la considère comme l'une des principales menaces pour l'humanité. Une start-up belge pourrait toutefois apporter une solution. Santero Therapeutics a identifié plusieurs molécules prometteuses pour traiter le staphylocoque doré, une bactérie hautement résistante aux antibiotiques classiques et souvent mortelle. Cédric Govaerts, CEO et cofondateur de Santero, nous dévoile leurs avancements. On n'est pas encore dans le patient, mais on a pu aller jusqu'à la souris. Quand on a pu traiter ces souris avec nos molécules novatrices, donc ça reste encore une molécule en développement, on a pu voir que l'infection dans le sang de ces animaux était réduite jusqu'à plus d'un facteur 100. Il reste à tester cette molécule sur l'homme, une étape qui nécessite du temps, environ 2 ans, et des ressources financières conséquentes. Santero lance donc une levée de fonds de 10 millions d'euros. Déjà soutenue par des financements publics et privés, la start-up aborde cette nouvelle phase avec confiance. Et je pense qu'ils sont extrêmement sensibles, ces investisseurs, au fait que notre projet est un vrai projet sociétal. C'est-à-dire qu'il y a une vraie portée. Un patient qui reste 3 mois aux soins intensifs avec une bactérie résistante, ça coûte une fortune à la société. Et donc, le rendu sur investissement, le retour sur investissement est particulièrement intéressant d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue simplement sociétal. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les entreprises pharmaceutiques réduisent leurs investissements dans le développement de nouveaux antibiotiques. En cause, un modèle économique peu incitatif. On a d'une part un gros problème de santé publique et d'autre part on veut développer de nouveaux médicaments, mais ces nouveaux médicaments vont être tellement précieux à l'échelle de l'humanité qu'on veut les donner le moins souvent possible, c'est-à-dire uniquement dans les infections qui sont extrêmement résistantes, au moins de personnes possible, seulement celles qui souffrent des infections, pendant un laps de temps limité pour éviter qu'il y ait le développement de résistance. Donc d'un point de vue business model, ça n'a pas l'air très très rentable. Santero ambitionne d'élargir ses recherches à d'autres pathogènes et souhaite créer une plateforme dédiée à la découverte de nouveaux médicaments. Un enjeu crucial alors que la résistance aux antibiotiques pourrait entraîner 39 millions de décès dans le monde au cours des 25 prochaines années. Z sur 7 à la une. Le secteur de la construction reprend des forces. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de certains matériaux comme le bois, l'acier et le plastique sont enfin en baisse. Nico de Mester, CEO d'Embold. À la suite de la guerre en Ukraine, les chaînes de production ont été gravement touchées, ce qui a amené à une chute de l'offre et donc à une flambée des prix. On a vu que maintenant, les chaînes de production sont réorganisées pour maintenir et même augmenter la production d'acier, et de bois et de plastique. Et donc, une offre abondante mène heureusement à une baisse de prix. Moins 30% pour le PVC, de moins 15 à moins 25% pour le bois et l'acier. À l'inverse, d'autres matériaux gardent des prix élevés. Du sable, de la brique et du ciment restent assez élevés, 25% jusqu'à 33% plus élevés qu'il y a 3 ans. Cette inflation résulte des investissements dans la décarbonation. Globalement, les prix du secteur tendent à se stabiliser. Mais cette tendance pourrait évoluer en fonction du bras de fer entre les États-Unis et l'Europe. On n'importe presque pas de matériaux de construction des États-Unis, donc même si l'Union européenne imposerait des tarifs d'importation sur des produits américains, on ne les achète en tout cas pas. En fait,
les 3/4 des matériaux de construction sont produits en Belgique et le quart des matériaux qu'on importe, ça provient d'autres pays européens. Ces perspectives apportent un souffle d'air à un secteur durement touché par une hausse des faillites. Rien que l'an dernier, leur nombre a grimpé de 21%. La baisse des prix des matériaux de construction facilitera l'accord de prix entre l'entrepreneur et le client final. Et donc, on peut espérer qu'effectivement, que le marché de nouveaux logements et de rénovation va reprendre. Z sur 7 à la une. Dans les allées de la Foire du Livre de Bruxelles, auteurs et éditeurs attendent la mise en place du nouveau système de subventionnement. Si la Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé le décret, la majorité travaille encore à en préciser l'arrêté d'exécution. Karine Lecomte est directrice générale de l'ADEB, l'association des éditeurs belges. Le nouveau système est plus clair, plus structuré par rapport à la situation précédente. Donc, on a une meilleure vue sur les dispositifs d'aide qui sont disponibles, mais surtout, les montants des aides sont rehaussés. Faute d'accord, les subsides restent gelés. Une situation préoccupante pour les petits éditeurs wallons et bruxellois qui voient le temps filer. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 75% des éditeurs sont des éditeurs de petite taille, des microstructures. Et donc pour ces éditeurs-là qui exercent une activité fondamentalement à risque, éditer un livre, c'est vraiment une activité à risque, c'est très important de pouvoir bénéficier d'aide. Cindy van der Meulen, autrice et éditrice, est également fondatrice de Courgette Édition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas facile de faire connaître ses productions à côté des grands groupes internationaux. On est en concurrence avec notre grande sœur, la France, qui est abondamment subventionnée, et avec des grands groupes de presse qui représentent à bout de crosse-part de marché chez les libraires francophones en Belgique, avec certainement plus de 90% de la production qui est de la production française. Donc, l'édition belge a besoin de plus de soutien possible pour faire une édition de qualité. Face à des volumes de vente en diminution, les éditeurs belges ont augmenté leur prix l'an dernier. Les livres coûtent plus cher. La tendance risque de se poursuivre à l'avenir. Où trouver les milliards pour la défense ? Olivier Mouton interroge Baptiste Lambert, journaliste de Trends Tendance et auteur d'une enquête à ce sujet. La Belgique devra investir 4 milliards par an alors que le contexte budgétaire est délicat. Comment faire ? Vendre les bijoux de famille, emprunter ou profiter de l'argent russe gelé ? Là, il y a une première chose, c'est pour recontextualiser un petit peu. L'Arizona, elle s'est fait sur une promesse de diminution des dépenses. 18 milliards sur toute la législature. On doit trouver 17 milliards en plus pour la défense. Donc forcément, il va falloir les trouver quelque part. Il y a les bijoux de famille, donc on l'a déjà souvent évoqué, mais il y a BNP Paribas, Belfus, Ethias, mais on se rend compte que dans chaque dossier précisément, il y a à chaque fois des points de blocage. Bon, si on prend BNP Paribas par exemple, c'est une banque systémique. Est-ce qu'on peut retirer plus de 5% de l'actionnariat, donc qui est l'actionnariat d'État belge ? Ça représente 5 milliards, mais que va dire Paris ? Enfin voilà, il y a tout ce genre de choses. Et ça nous permet aussi de suivre l'évolution de la banque systémique en l'occurrence. Voilà. Et par exemple, Proximus, on sait que l'action est au plus mal sur les marchés, sur les places boursières. Est-ce que c'est le moment de vendre ? Visiblement pas. Et donc, il faut essayer de trouver un juste milieu dans ces ventes, mais on sait de toute façon que ça sera des mesures one-shot. Par ailleurs, Proximus, Bipost sont pas en meilleure santé. Donc, Bipost ne vaut quasiment plus rien. Donc voilà, on peut le dire clairement. Et donc c'est ce que je disais, c'est des mesures one-shot. Donc il faudra quelque chose de plus structurel. Alors est-ce que c'est le retour du quoi qu'il en coûte ? On sait qu'au moment du Covid, c'était la fameuse phrase du président français Emmanuel Macron, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut de nouveau emprunter sans compter ? Il y a deux choses. Augmenter les impôts, personne n'en veut. Diminuer les dépenses, comme je viens de le dire, c'est très compliqué. On a déjà dû trouver 18 milliards. S'il faut encore dépenser, c'est la crainte d'un soulèvement social qui peut exister.
Et donc, il y a la troisième solution, c'est un peu l'endettement, hein, c'est un peu repoussé à demain pour pouvoir emprunter aujourd'hui. Surtout qu'au niveau européen, on dit qu'une part de ces investissements peuvent être laissés hors du calcul du déficit. Donc, quelque part, on autorise ça. C'est ça, j'allais en venir. C'est le plan européen d'Ursula von der Leyen que vous évoquez. Donc on peut sortir, on estime à 1,5% le PIB consacré aux dépenses militaires des déficits. Alors c'est très bien, mais il va falloir donc emprunter cet argent. Et le retour, comme vous l'avez dit, du quoi qu'il en coûte, plus ce plan européen ReArm Europe, en fait, ça a créé un crack sur les marchés obligataires la semaine dernière. Il faut appeler les choses comme elles sont. Les taux à long terme ont explosé en une journée comme ils n'avaient rarement fait, ou voire peut-être jamais fait, en tout cas pour le taux allemand. Ça a poussé les taux à long terme de la Belgique vers le haut. Et ça, c'est quoi ? Ça veut dire trois choses. C'est que l'État, il doit se refinancer à des taux plus hauts, moins intéressants. Les entreprises, elles doivent investir. Elles doivent aussi prendre de l'argent à des taux moins intéressants. Et les ménages, par exemple, acheter une maison, ça vous coûtera tout simplement plus cher. Est-ce que ça veut dire qu'on est de nouveau dans un risque de crise de la dette ou en tout cas de difficulté à se financer ? C'est encore un peu tôt pour l'évoquer, mais si c'est le retour du quoi qu'il en coûte comme à la période Covid, voilà, on sait ce que ça crée de l'inflation, ça fait exploser les taux, ça crée de l'endettement et les taux se détériorent. Et voilà, donc il est encore un peu tôt pour parler de crise de la dette, mais en tout cas, c'est en fait un plan de plus à 800 milliards d'euros, parmi en plus le plan Draghi, parmi le Green Deal. On voit que ça commence à s'accumuler sérieusement. Alors il y a une solution que certains évoquent, c'est la possibilité de confisquer le trésor russe, c'est-à-dire ces moyens qui ont été gelés et qui se trouvent à Bruxelles d'ailleurs, 200 milliards chez Euroclear. Oui. Pour le moment, on utilise, si je ne m'abuse, les intérêts de ces montants-là, notamment pour aider l'Ukraine. Mais est-ce qu'on pourrait... il y a un conflit juridique là-dessus. Est-ce qu'on pourrait prendre tout le pactole ? J'ai interrogé plusieurs intervenants. Ce qu'il ressort, c'est que si c'est pour alimenter nos besoins en défense, et c'est ce dont on parle, c'est pas possible. En tout cas, au regard du droit international, ça serait clairement un viol de l'immunité de l'argent d'un autre État. Par contre, comme vous l'avez dit, la question pourrait se poser pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc ça, il y aura peut-être moyen, parce que c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est un État attaqué, donc en cas de légitime défense, pourrait prendre l'argent du belligérant qui est en train de l'attaquer. Et cette reconstruction, c'est ce qu'on fait, et là on l'a déjà évoqué, avec les intérêts. On utilise pour l'instant les intérêts pour alimenter en tout cas l'Ukraine. Donc là, il y a peut-être une porte de sortie, mais on ne parle pas de financer nos budgets militaires. Par rapport au sujet dont on parle, qui est de nourrir ces 4 milliards par an pour la défense, on l'oublie. Oui. Une petite porte que j'évoque à la fin, c'est en fait l'impôt des sociétés d'Euroclear qui fait des profits considérables et qui replace notamment cet argent gelé qui en retire des profits. Et ça, on estime que c'est 1,5 milliard, 2 milliards par an. Pour l'instant, c'est utilisé pour le budget normal, on va dire. Mais est-ce que ça pourrait être utilisé pour le budget spécifiquement de la défense ? C'est pas rien, 2 milliards par an, c'est la moitié des besoins dont on aurait besoin. Donc voilà. Dernière chose, si je ne m'abuse, Theo Franken a lancé l'idée d'une obligation d'État. Donc est-ce qu'on pourrait demander aux citoyens de contribuer en fait directement à cet effort en matière de défense ? Oui, c'est aussi ce qui est évoqué en France, donc c'est une des pistes possibles. Voilà, il faudra voir à quel taux préférentiel. On sait que le bon d'État a bien fonctionné, a très bien fonctionné, mais l'épargne non plus des Belges n'est pas sans limite et ils doivent faire des choix. Donc ça, c'est aussi une question qui va se poser, mais voilà, comme on l'a dit, il faut trouver 17 milliards sur la législature. Voilà, et en tout cas, ce sera aussi une manière de voir si les Belges sont conscients de cet enjeu de sécurité qui grandit avec la menace russe. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Olivier Gaillardin, expert pour BNP Paribas Fortis, revient sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis, les craintes de récession et la publication des prix à la production. Depuis plusieurs jours, les investisseurs scrutent de près la santé de l'économie américaine. Aujourd'hui, une nouvelle statistique sur l'emploi a été publiée.
apportant des éléments de réponse sur la situation. Alors effectivement, le contexte actuel est compliqué sur les marchés. Il y a énormément d'incertitudes, des probabilités de récession qui augmentent aux États-Unis. Et dans ce contexte assez tumultueux, on a eu aujourd'hui la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ce chiffre était un petit peu meilleur qu'attendu. Et donc on a eu 220 000 inscriptions hebdomadaires au chômage à la place des 225 000 attendus. C'est positif, pourquoi ? Parce que ça montre que le marché de l'emploi est toujours solide, il tient toujours bien. Et donc c'est vrai que c'est important pour l'économie américaine que le consommateur américain continue de consommer. Et pour qu'il consomme, il faut qu'il ait un offre. Hier, les marchés américains ont connu un léger rebond, porté notamment par des chiffres d'inflation plus encourageants. Reste à voir si la publication des prix à la production d'aujourd'hui confirme cette tendance. Alors exactement, ça allait dans le même sens et c'est vrai que la publication d'hier était plutôt bien accueillie par les marchés parce que évidemment ce scénario qui est craint de stagflation, donc vraiment de stagnation de l'économie avec une inflation toujours trop importante, a été mis un petit peu de côté. Et donc ça c'est évidemment un élément positif. La publication d'aujourd'hui va également dans ce sens-là avec des prix à la production un petit peu moins élevés qu'attendus. Donc ça c'est évidemment de bon augure et surtout finalement ça laisse présager le fait que si l'économie décélère de manière beaucoup trop importante, eh bien ça donne un petit peu d'air au niveau de la Fed pour pouvoir soutenir un petit peu plus l'économie en faisant des baisses de taux additionnelles. Alors pour le moment, le marché anticipe entre 2 et 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année 2025. Reste à savoir également si ces publications sur l'inflation suffiront à justifier une baisse des taux lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine. Ça paraît en tout cas très compliqué, surtout quand on écoute le dernier commentaire de Jérôme Powell qui met en avant que, selon lui, l'économie américaine tient toujours bien, que le marché de l'emploi est toujours bon. Donc il n'y a pas vraiment de raison de soutenir beaucoup plus l'économie américaine. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, un des éléments marquants, c'est vraiment ce différentiel de taux qu'on voit entre les États-Unis et l'Europe, qui explique d'ailleurs le fait que le dollar s'est affaibli par rapport à l'euro récemment. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est également qu'il y a finalement beaucoup plus de visibilité sur l'économie européenne, où on a évidemment eu des élections en Allemagne, donc on a un petit peu plus de clarté sur la situation politique en Allemagne, mais on a également eu l'annonce de ces fameux plans de relance, que ce soit en Allemagne ou au niveau de l'Europe, destinés à investir dans la défense, mais également dans tout ce qui est infrastructure. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'économie européenne. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Dans l'épisode de demain, Béatrice Marlier vous accompagnera pour bien commencer votre week-end. En plus de votre tour de l'actualité économique, vous retrouverez Hamid Faljaoui pour son regard décalé. Avant de nous quitter, découvrez le Trends Invest Challenge. Merci pour votre temps et à bientôt dans Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.